Bienvenue dans les chroniques de la Charente inférieure. Quand on regarde un ingrédient du terroir charentais, on ne regarde pas seulement de la nourriture. On observe la trace d'une invasion, le vestige d'une crise écologique ou la preuve d'un échange culturel massif. Commençons par les huîtres. Quand on pense aux huîtres de Marennes-Oléron, on s'imagine que ce sont les mêmes coquillages que les Romains mangeaient il y a des siècles. Moi, j'ai toujours cru que c'était une ressource éternelle. Alors ça, c'est une illusion très commune. L'histoire de l'ostréiculture charentaise est en fait marquée par une fragilité extrême. À l'époque gallo-romaine, on se contentait effectivement de ramasser l'huître plate indigène sur les rochers, mais l'élevage organisé, avec des parcs bien structurés, ça décolle vraiment que sous Napoléon III. D'accord, donc c'est assez récent finalement. Parce que j'ai découvert que l'huître qu'on mangeait à l'époque a absolument rien à voir avec celle d'aujourd'hui. L'huître plate, qui régnait depuis des siècles, a été littéralement rayée de la carte en 1920 par une épizootie, une maladie foudroyante. C'est un effondrement écologique total. C'est le danger classique d'une industrie qui repose sur une base génétique trop étroite. Quand un pathogène trouve la faille, il n'y a aucune résistance naturelle. Toute la population meurt. Quel cauchemar pour les ostréiculteurs. Ils ont donc dû importer en urgence une nouvelle espèce, l'huître portugaise, qui était beaucoup plus robuste et à croissance rapide. Sauf que c'est un peu comme un château de cartes construit sur une seule souche, encore une fois. La portugaise sauve la région, la production remonte à des milliers de tonnes et puis 50 ans plus tard, en 1970, la foudre s'abat au même endroit. Et oui, l'histoire se répète. Aujourd'hui, c'est en fait une immigrée japonaise arrivée dans les années 70. L'espèce change, mais ce qui reste constant, c'est le terroir physique qui la transforme. Le bassin de Marennes-Oléron ne se contente pas de faire grandir cette huître japonaise, il l'affine dans ce qu'on appelle des clairs, qui sont en fait d'anciens marais salants peu profonds. Et c'est là qu'intervient une biologie fascinante avec une microalgue locale, la navicule bleue. Comment une simple algue, un truc invisible à l'œil nu, peut-elle transformer un coquillage au point de lui valoir une indication géographique protégée? C'est un mécanisme de filtration assez remarquable. La navicule bleue est une diatomée qui prolifère dans l'eau tiède et peu profonde des clairs. Elle produit un pigment naturel très spécifique, la marénine. Et l'huître Laval, c'est ça. C'est ça. Lorsque l'huître filtre l'eau pour se nourrir, elle ingère cette algue. Le pigment se fixe alors sur ses branchies, ce qui lui donne cette couleur bleu-vert absolument unique au monde. Et ça lui donne aussi une saveur plus douce avec ce léger parfum de noisette iodée. C'est vraiment la géographie du marais qui crée les conditions parfaites pour cette chimie naturelle. Donc la nature peut anéantir une industrie entière par la maladie, mais elle offre aussi des miracles biologiques comme cette algue. Et justement, cette interaction entre la fragilité naturelle et l'ingéniosité humaine, ça nous amène à une autre star locale. La moule. Ah oui, les moules de Bouchot. L'histoire des fameux pieux de bois plantés dans l'océan, ça commence par un naufrage dramatique en 1235, celui d'un Irlandais qui s'appelait Patrick Walton. Oui, dans la baie de l'Aiguillon. Walton s'échoue sur la côte et pour survivre, il décide de planter de longs pieux en bois dans la vase, entrecroisés de filets. Son but, c'était de capturer des oiseaux de mer. Et ça a marché. Ce qu'il observe alors va surtout révolutionner la région. Les pieux se couvrent hyper rapidement de naissants de moules. Il invente la méthode du bouchot complètement par hasard. Absolument. Et d'un point de vue écologique, cette méthode est brillante. En cultivant la moule sur des cordes enroulées autour de pieux surélevés, on l'isole des prédateurs benthiques. Attends, prédateurs benthiques, tu veux dire les crabes, les étoiles de mer, tout ce qui rampe au fond de l'eau en fait. Exactement, le pieu agit comme une sorte de forteresse verticale. De plus, comme les moules touchent jamais le fond vaseux et qu'elles sont régulièrement balayées par les marées, leur chair reste extrêmement pure, il n'y a pas de sable à l'intérieur. Une chair pure qui sert de base à des recettes hyper étonnantes. Il y a l'éclade, où l'on cuit les moules sous une énorme montagne d'aiguilles de pain enflammées pour leur donner un goût fumé. C'est très spectaculaire à voir, oui. Mais il y a une autre recette qui m'a vraiment fait tiquer pendant notre analyse, c'est la mouclade charentaise. C'est un plat mijoté avec du vin blanc, du beurre, de la crème et du curry. Je dois avouer que ça m'a laissé un peu perplexe. Du curry dans un plat paysan traditionnel français du XVIIe siècle, ça ressemble à une tendance de cuisine fusion moderne qu'on aurait juste plaquée sur le passé. Mais si l'on relie cela à une perspective plus large, ce n'est pas du tout un anachronisme.
Au contraire, le curry dans cette casserole est la preuve tangible du rôle géopolitique de la région. Il faut se rappeler que des ports comme La Rochelle ou Rochefort étaient de véritables plaques tournantes mondiales dès le XVIIe siècle. Donc bien avant notre mondialisation contemporaine, on brassait déjà des épices. Les navires de commerce, notamment ceux de la Compagnie des Indes orientales, partaient de ces ports et en revenaient avec les cales chargées d'épices d'Asie et des Amériques. Avant même d'arriver sur les grandes tables bourgeoises de Paris, ces épices, dont le safran et le curry, transitaient par les docks charentais. Et les locaux se servaient au passage. Les populations locales, les marins, les cuisinières du port se sont appropriés ces ingrédients exotiques très tôt. Ils les ont intégrés à leur pêche quotidienne. La mouclade, c'est littéralement la rencontre entre la vase de l'estuaire et la route des Indes. Chaque bouchée est un livre d'histoire sur le commerce maritime, hein. Et puisqu'on parle d'influence extérieure qui remonte par les estuaires, il faut absolument qu'on aborde ce qui se passait un peu plus au sud, dans l'estuaire de la Gironde. Là, on quitte complètement le monde paysan pour entrer dans un chapitre d'un luxe inouï, le caviar d'Aquitaine. Sancerin d'Uzès. Pendant très longtemps, cette petite commune a été considérée comme la capitale française du caviar, grâce à la présence massive d'esturgeons sauvages qui remontaient le fleuve. Et c'est là qu'on trouve ce mythe fondateur incroyable. L'histoire populaire raconte que dans les années 1930, il y a une princesse russe exilée qui se promenait dans la région. Elle voit les pêcheurs locaux attraper des esturgeons gigantesques, les vider et jeter les œufs noirs directement aux canards. L'horreur pour elle, j'imagine. Horrifiée. Elle leur explique qu'ils donnent du caviar à des volailles et c'est comme ça que l'industrie serait née. C'est très romanesque, oui. Mais c'est faux. Hein, dommage. La réalité historique est beaucoup plus pragmatique. Ce n'était pas du tout une princesse russe, mais un négociant et homme d'affaires allemand originaire de Hambourg. Un certain monsieur Schwax. C'est lui qui, connaissant la valeur du produit sur les marchés d'Europe de l'Est, a organisé et industrialisé la production locale. Qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi est-ce que la mémoire collective a délibérément effacé ce pauvre monsieur Schwax pour le remplacer par une princesse russe imaginaire? C'est une excellente illustration du fonctionnement de l'industrie du luxe. Le luxe ne vend pas seulement un produit rare, il vend une histoire, un imaginaire. Le storytelling est crucial. L'idée d'une princesse exilée des tsars qui découvre un trésor méprisé par des paysans ignorants, cela justifie l'exclusivité, le romantisme et le prix exorbitant du caviar. En revanche, l'histoire d'un entrepreneur allemand qui rationalise une chaîne de production, c'est beaucoup trop terre-à-terre. La vérité industrielle fait beaucoup moins rêver que le mythe aristocratique. Et l'industrie a tellement bien fonctionné qu'elle a fini par heurter un mur de béton écologique, non? Malheureusement, oui. Au milieu du XXe siècle, on exportait jusqu'à 5 tonnes de caviar sauvage par an. Et évidemment, à force de surexploiter la ressource, l'esturgeon sauvage s'est retrouvé au bord de l'extinction. Et interdiction totale. La pêche a été purement et simplement interdite en 1982. Et c'est là qu'on observe à nouveau cette capacité d'adaptation régionale. Face à l'effondrement, ils n'ont pas abandonné le caviar. Ils ont opéré une transition spectaculaire vers l'aquaculture. C'est un pivot technologique majeur. Ça permettait de produire près de 12 tonnes de caviar d'élevage en 2013, tout en laissant les populations sauvages tranquilles. Et d'ailleurs, ça se déguste traditionnellement avec un petit cognac frappé. Et cette notion de sauvetage, on la retrouve massivement quand on quitte les côtes pour s'enfoncer dans les terres agricoles. J'ai eu l'impression de découvrir une sorte de Jurassic Park bienveillant, quoi. Un Jurassic Park. Ouais, une banque de semences vivantes où des passionnés ramènent à la vie des espèces qui avaient quasiment disparu. Ah oui, je vois. La sauvegarde du patrimoine agricole est en effet un combat très actif dans les Charentes et le Poitou. Prenez le majestueux chapon de Barbezieux. C'est une volaille immense avec un plumage noir au reflet vert qui existait déjà au Moyen-Âge. Mais après la Seconde Guerre mondiale, avec l'agriculture intensive qui exigeait des poulets à croissance ultra rapide, le Barbezieux était jugé trop lent, pas assez rentable. Et il a failli disparaître totalement. Exactement. Il a survécu que grâce à une poignée d'éleveurs obstinés. Aujourd'hui, on le nourrit au blé et au lait, et c'est devenu un produit d'exception. Et c'est la même histoire pour la vache maréchine. Cette race bovine rustique, parfaitement adaptée à l'environnement très particulier du Marais poitevin, elle a cette particularité morphologique fascinante et surtout une histoire d'élevage unique. Le fait qu'on l'a transportée en barque à fond plat sur les canaux pour l'amener paître sur les îles isolées du Marais. Des vaches navigatrices. Elle aussi a frôlé l'extinction avant d'être sauvée. Mais en fait, ce qui m'a le plus surpris dans ce terroir, ce ne sont pas les espèces locales sauvées. C'est quoi alors? C'est la façon dont des ingrédients totalement étrangers ont été adoptés au point d'en devenir l'âme de la région. Je pense notamment à la fameuse mojette. Ah, ce petit haricot blanc, très cultivé dans le centre-ouest.
Ce haricot vient des Amériques. Il est arrivé en Europe qu'au XVIe siècle avec les explorateurs. Et pourtant, il s'est tellement bien ancré dans la terre et dans les esprits que le folklore local attribue sa création à la fée Mélusine, une figure mythologique celte. On a carrément réécrit l'histoire botanique avec un conte de fées médiéval. Ce qui est fascinant ici, c'est le processus ultime d'appropriation culturelle par la gastronomie. Quand un produit étranger trouve un sol et un climat qui lui conviennent parfaitement, il prospère. Au fil des générations, les paysans oublient son origine lointaine. Ça devient juste normal, en fait. Le produit devient une évidence quotidienne, puis une fierté, et finit par s'inscrire dans les légendes fondatrices de la communauté. La fée Mélusine, c'est pas juste un conte, c'est la validation que ce haricot américain est devenu viscéralement charentais. Et le sol joue un rôle chimique concret dans cette identité. C'est hyper flagrant avec les pommes de terre de l'île de Ré. Elles bénéficient de labels de protection prestigieux, genre AOC et AOP. Et quand on regarde les mécanismes derrière cette qualité, on comprend tout. Elles poussent dans un sol très sableux, c'est ça ? Oui, mais surtout, elles sont constamment balayées par les embruns marins. Ces vents chargés d'iode imprègnent littéralement la terre de sel. Ce qui donne à la pomme de terre un goût sucré-salé naturel dès la sortie de terre. L'océan l'assaisonne pendant qu'elle pousse. C'est la définition absolue du terroir. Ce n'est pas juste une question d'ADN végétal, c'est l'interaction chimique et physique entre une plante, le sable, le vent salé et le moment précis où l'agriculteur décide de la récolter. Alors, nous avons les produits bruts, forgés par l'histoire et le climat. Mais il y a l'étape de la transformation. Et en observant les recettes phares de la région, comme le cognac, le pinot des Charentes ou le tourteau fromager, j'ai développé une théorie. N'est-ce pas au fond qu'une longue série de maladresses colossales et de gaffes en cuisine qui ont juste bien tourné? C'est vrai que le hasard a joué un rôle spectaculaire. Prenez l'histoire du cognac, qui commence par un vrai problème de logistique. Au Moyen-Âge, le vin de la région était très exporté par bateau vers les pays nordiques. Le problème, c'est qu'il était super faible en alcool. Avec les longs voyages en mer et la chaleur dans les cales, le vin tournait. Il arrivait vinaigré, imbuvable. C'était un désastre commercial. Jusqu'à l'intervention des marchands hollandais au XVIIe siècle. Pour résoudre ce problème de conservation, et aussi pour payer moins de taxes sur le volume transporté, ils ont décidé de distiller ce vin avant le voyage. Ils l'ont appelé le vin brûlé, brandewine en néerlandais. Ce qui a donné le mot brandy plus tard. Ensuite, les Charentais ont repris cette technique et l'ont perfectionnée avec la double distillation en alambic de cuivre, créant ainsi le cognac. Et tu connais le concept de la part des anges pendant le vieillissement en fût ? Ah oui, l'alcool qui s'évapore naturellement à travers le bois, c'est poétique. Très poétique. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Prends le pinot des Charentes. En 1589, un vigneron un peu distrait renverse par erreur du mou de raisin, donc du jus non fermenté, dans une barrique qui contenait déjà de l'eau-de-vie de cognac. Il l'oublie dans un coin, et des années plus tard, il découvre que cette erreur a créé un vin de liqueur extraordinaire. Un bel accident, en effet. Et le tourteau fromager, tu sais, ce gâteau au fromage de chèvre, reconnaissable à sa croûte noire, littéralement calcinée sur le dessus. On raconte que c'est simplement l'histoire d'un four trop chaud. Ce ne sont que des accidents, tout ça. C'est séduisant de voir l'histoire comme une suite de maladresses. Mais il faut quand même nuancer. Comme l'a si bien dit Louis Pasteur, le hasard ne favorise que les esprits préparés. N'importe qui peut brûler un gâteau ou contaminer une barrique. L'accident n'est que l'étincelle. Ce qui fait la gastronomie, c'est l'observation. Le vigneron aurait pu jeter sa barrique gâchée, la cuisinière aurait pu jeter son gâteau noirci à la poubelle, mais ils ont eu la curiosité de goûter, la capacité d'analyser ce qui s'était passé en termes de texture et de conservation, et le savoir-faire pour reproduire volontairement cet accident. Le génie paysan, c'est de transformer un raté en méthode. C'est magnifique de le voir comme ça. Cette capacité d'observation touche même à la médecine d'ailleurs. Regarde l'angélique de Niort, cette grande plante herbacée des marais. Au XVIe siècle, on la mangeait pas du tout pour le plaisir. Le médecin Paracels affirmait que sa poudre sauvait de la peste bubonique. On l'appelait l'herbe du Saint-Esprit. C'était un remède puissant, oui. Et aujourd'hui, après des siècles d'évolution, ce sont des petites tiges confites dans le sucre par des religieuses qu'on ajoute dans la galette charentaise. On est passé du remède d'urgence contre la peste noire à la petite confiserie du dimanche après-midi. C'est ce qu'on appelle la transition de l'apothicairie à la pâtisserie. De nombreux ingrédients, des épices aux herbes amères, ont commencé comme des médicaments, avant que le sucre ne les transforme en gourmandises, à mesure que la médecine moderne évoluait.
Et cette gastronomie charentaise, chargée d'histoire, d'accidents et de sauvetage, elle n'est pas restée confinée à ses frontières. J'ai été stupéfait de voir à quel point ces produits locaux ont infiltré la culture populaire mondiale lors de notre analyse. Les recettes voyagent avec les marins. Dans Moby Dick, le grand roman américain d'Herman Melville, publié en 1851, les héros mangent une épaisse soupe de poisson appelée shower dans une auberge de la côte Est. Eh bien, figure-toi que ce shower est l'héritier direct de la chaudrée charentaise, emmenée de l'autre côté de l'Atlantique par les colons et les pêcheurs. C'est une belle connexion littéraire. Et on retrouve le terroir jusque dans l'espionnage britannique. Dans le roman original Bon baiser de Russie de Ian Fleming, James Bond est très spécifique sur son petit déjeuner. Il exige des œufs à la coquille très sombres, presque chocolat. Ce sont les œufs exclusifs de la poule de Maran. Que ce soit dans la littérature classique américaine, chez James Bond, ou même dans l'assiette du commissaire Maigret de Siménon, ces références prouvent que l'extrême qualité locale finit toujours par franchir les océans. Mais ce patrimoine n'est pas figé dans le passé. Aujourd'hui, on observe ces traditions s'hybrider avec des formats ultra-mondialisés comme la street food. On voit des pizzas aux cagouilles, les fameux escargots charentais préparés en persillade directement sur la pâte. Ou encore des burgers qui utilisent du bœuf de race locale, du chèvre frais et du miel récolté à quelques kilomètres. Et c'est essentiel de comprendre cela. Ce que nous appelons aujourd'hui une tradition intouchable n'est au fond qu'une innovation d'hier qui a survécu à l'épreuve du temps. Mettre des escargots sur une pizza au XXIe siècle, c'est pas un sacrilège. C'est exactement le même mécanisme culturel qui consistait à mettre du curry indien dans les moules au XVIIe siècle. L'esprit d'adaptation est la seule vraie constante. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Je crois que c'est une excellente façon de résumer cette exploration. La gastronomie des Charentes nous prouve qu'une assiette est bien plus qu'un assemblage de calories. C'est un registre ouvert où s'écrivent les grandes maladies écologiques de l'huître, les fulgurances commerciales des ports de La Rochelle, l'industrialisation du caviar et le génie d'un paysan qui comprend que son gâteau brûlé est en fait un chef-d'œuvre. La géographie donne les contraintes et l'humain improvise autour. Cela invite chacun de nous à regarder son prochain repas avec un œil d'historien. Quels océans cet ingrédient a-t-il traversé? Quelle crise a forcé sa culture? Derrière la banalité, il y a des siècles de résilience humaine. Ce qui m'amène à une dernière pensée pour clore cette réflexion. Aujourd'hui, avec la logistique moderne, on peut manger le même avocat ou le même saumon à New York, Tokyo ou Paris. L'uniformisation est totale. Alors, dans ce contexte, est-ce que le luxe ultime de demain ne sera pas justement la contrainte géographique extrême? C'est-à-dire? Eh bien, le privilège absolu ne sera plus de faire venir le monde entier dans son assiette, ce sera de savourer un plat qui ne pousse, ne se cuisine et ne prend son sens véritable que dans un périmètre restreint, baigné par des embruns bien précis. C'était notre immersion du jour, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.